Le grand dossier, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous suivez la guerre en Ukraine, c'est forcément une date que vous allez cocher sur votre calendrier ce jeudi 15 mai. Les Russes et les Ukrainiens vont peut-être enfin se parler directement. Vladimir Poutine, ça y est, se dit prêt à négocier. Bluff ou réelle avancée? Quelle est la stratégie du maître du Kremlin? Comment ça va se passer? Avec qui? Où? Avec peut-être le face-à-face de ces deux hommes qui serait évidemment extrêmement attendu. C'est Volodymyr Zelensky de son côté qui l'a proposé. Est-ce qu'il est en train de mettre Vladimir Poutine au pied du mur? C'est l'une des questions qu'on posera à nos invités, à nos envoyés spéciaux qui nous attendent en Ukraine et en Russie. Volodymyr Zelensky et les Occidentaux qui auraient bien voulu un cessez-le-feu dès aujourd'hui. Moscou leur a répondu avec ça. Vous voyez les dégâts ce matin partout en Ukraine, une pluie de drones sur tout le territoire ukrainien la nuit dernière. Les Russes ne veulent pas faire taire les armes avant ces pourparlers parce que, carte à l'appui, nous verrons qu'ils n'ont aucun intérêt à une trêve aujourd'hui. L'armée russe avance plus et plus vite que l'année dernière. Et à l'instant, ça prend une toute autre ampleur ces négociations, puisqu'à l'instant, il y a un invité de dernière minute dans ces négociations. Donald Trump en personne, il y a quelques instants, donc il y a quelques minutes, a dit qu'il aimerait lui aussi aller en Turquie. Écoutez. Cette réunion va avoir lieu et je pense que vous allez avoir de bons résultats à l'issue de cette rencontre jeudi en Turquie entre la Russie et l'Ukraine. Je crois que les deux présidents y seront et je pensais prendre un vol pour y aller. Je ne sais pas encore où je serai jeudi, j'ai tellement de réunions. Mais je pensais y aller, oui, il y a une possibilité s'il se passe réellement quelque chose durant cette réunion. Qu'est-ce que ça implique, cette dernière déclaration de Donald Trump? L'analyse de Magali Barthès, notre éditorialiste international. Bonjour Magali. Bonjour. Le colonel Michel Goya, bonjour. Bonjour Magali. Consultant militaire LCI, et Sylvie Berman, bonjour. Bonjour. Ancienne ambassadrice de France en Russie. Et on rejoint tout de suite notre correspondante à Washington, Justine Jankowski, pardon. J'en perds mon latin parce qu'effectivement, on ne s'attendait pas du tout à cette sortie de Donald Trump. C'est une annonce surprise, même si elle est encore à prendre au conditionnel, Justine. Oui, c'est assez étonnant parce que jusqu'à la semaine dernière, Donald Trump menaçait de se retirer carrément de ces négociations entre la Russie et l'Ukraine en disant que sa patience avait des limites et que ces limites, elles avaient été atteintes. À côté de ça, il a toujours commenté les évolutions, la situation. Hier encore, il postait un message sur son réseau social Truth Social en disant « Rencontrez-vous maintenant, rappelez-vous, c'était un ordre en lettres capitales adressé aux Russes et aux Ukrainiens. » Donc on va voir s'il s'agit là d'un effet d'annonce ou s'il va effectivement s'y rendre. Ça devrait être confirmé par la Maison-Blanche un peu plus tard. Pour l'instant, Donald Trump, justement, vient de quitter la Maison-Blanche. Il s'envole pour le Moyen-Orient. Merci beaucoup Justine pour cette réaction de dernière minute. Partons tout de suite en Ukraine, voir comment ça réagit. Claire Cambier, vous êtes notre envoyée spéciale donc, à Kiev. Est-ce que, alors on le sait, c'est Volodymyr Zelensky qui proposait de rencontrer Vladimir Poutine directement jeudi en Turquie. Est-ce que cette annonce de Donald Trump, ça apporte du poids à la proposition du président ukrainien? En tout cas, on voit que Zelensky n'a pas mal joué, puisque s'il se rend en Turquie jeudi en personne, c'était pour répondre à l'appel du pied de Donald Trump. Il joue un petit peu sur les deux tableaux. Il lance son cessez-le-feu de 30 jours, il le maintient en espérant des sanctions des dirigeants européens. Et puis, il se rend en Turquie. Réponse donc à Donald Trump. Ce qu'on voit, c'est qu'il tient à garder le soutien des Américains qu'il avait clairement perdu depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. On voit donc du coup que diplomatiquement c'est une belle avancée. Maintenant, que faut-il attendre de ces discussions? Pour le moment, les Ukrainiens avec qui on a pu discuter aujourd'hui restent très pessimistes. Ils n'ont pas du tout confiance en Poutine. Ils ne voient pas pour le moment d'avancer dans son discours. Ils attendent de voir. Merci beaucoup Claire d'avoir été en direct depuis Kiev avec Vincent Wartner. Magali, est-ce que c'est un effet d'annonce de Donald Trump ou pas? C'est un énorme coup de pression, en tous les cas, sur Vladimir Poutine, parce que on sent bien que depuis que Zelensky en fait a défié Poutine en lui disant viens me rencontrer face à face à Istanbul jeudi, la réponse du côté du Kremlin était une fin de non-recevoir. En fait, la dernière déclaration du porte-parole du Kremlin, c'était de dire que de toute manière, l'ultimatum pour un cessez-le-feu de la part de l'Ukraine et de ses alliés européens était inacceptable. Donc, a priori, la rencontre entre Poutine et Zelensky à Istanbul, ça ne paraissait pas vraiment être à l'ordre du jour. Si Donald Trump décide d'y aller,
alors ça va être très compliqué, peut-être pour Poutine, de finalement décider de ne pas se rendre en Turquie. En tous les cas, c'est un coup de pression, certainement parce que Donald Trump a bien compris que du côté de Vladimir Poutine, il y avait très peu de volonté de se rendre en Turquie. D'y annoncer sa visite, en tous les cas de l'envisager, ça oblige Vladimir Poutine à l'envisager lui aussi, sachant que Donald Trump, donc, comme le disait Justine, part là, ça y est, pour l'Arabie Saoudite. Et il va y passer 2 jours. Il fait Arabie Saoudite, Qatar, Émirats. Et c'est vrai que sur le chemin du retour, on peut évidemment envisager un stop à Istanbul. Effectivement, coup de pression sur Vladimir Poutine, parce que imaginons que Donald Trump soit présent, Volodymyr Zelensky également, il y aurait une chaise vide. Oui, tout à fait. Donc, c'est évident que Vladimir Poutine ne pouvait pas se rendre à ce qui apparaissait comme une convocation de Volodymyr Zelensky, même si au départ c'est lui qui avait fixé la date du jeudi 15 à Istanbul. Maintenant, ça change totalement la donne. Si Donald Trump y va, c'est beaucoup plus difficile pour Vladimir Poutine de ne pas y aller. Et ça ne sera pas une perte de face dans la mesure où il ira pour Donald Trump aussi. Ouais. Donc ça peut faire bouger un peu les choses. Maintenant, est-ce que Donald Trump est vraiment prêt à y aller? Et s'il n'est pas prêt à y aller, donc Poutine n'ira pas. Ce que ça favoriserait, c'est évidemment un contact direct, la rencontre, qui serait la première depuis 2019. Depuis décembre 2019 à l'Élysée, qui s'était d'ailleurs pas très bien passé. Et ça peut mettre sur les rails des discussions. Mais il ne peut pas y avoir d'accord à ce niveau-là sans aucune préparation dans la négociation. Alors effectivement, on verra si Donald Trump y va ou pas. À ce stade, on a l'impression que les choses s'accélèrent. Cette réunion annoncée donc samedi dans la nuit par Vladimir Poutine, tout d'un coup prend une toute autre ampleur cet après-midi donc. Oui, on a un peu l'impression d'un sorte de jeu de tennis, à part que les balles sont des balles réelles sur le terrain, mais entre où on se renvoie, on se répond et on se renvoie, on se défie l'un l'autre, aussi un peu comme au poker d'une certaine façon. Et là, la balle a été renvoyée du côté de Vladimir Poutine. Moi, je note l'attitude un peu nouvelle quand même de l'administration américaine et de Trump en particulier, peut-être un peu plus habile que précédemment. Obama parlait de leading from behind à une certaine époque, on est en arrière et on regarde et on dirige depuis l'arrière. C'est un petit peu la posture nouvelle de Donald Trump et qui pour le coup fonctionne peut-être un peu mieux que son attitude précédente qui faisait totalement confiance à la Russie, qui était persuadée que la Russie avait intérêt de toute façon à négocier, à faire la paix. Et maintenant on constate que c'est pas forcément le cas, que le jeu doit être un peu plus subtil. Et là maintenant on est peut-être dans une situation où Trump lui-même attend de voir la réaction, de voir les signaux de Vladimir Poutine. Il n'a peut-être pas envie non plus d'arriver à Istanbul tout seul et de recevoir un camouflé d'une certaine façon du président russe. Il est dans une position d'attente. En termes militaires, on est à l'éventail, on est au carrefour et on attend de voir avant de savoir quel chemin on prend. Pour une fois, c'est peut-être effectivement plutôt habile de sa part. Oui, plutôt bien joué. On parlait déjà de l'attitude de Donald Trump qui avait changé, c'était la semaine dernière avec vous, Magali, avec ces spectaculaires entre fin février, cette esclandre dans le bureau ovale, et aujourd'hui, où on se dit que peut-être Volodymyr Zelensky là se trouve en position de force, appuyé par le président américain. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ça va obliger Vladimir Poutine quand même à réagir et à se prononcer, à répondre. Surtout si dans les heures qui viennent, le fait que Donald Trump puisse se rendre en Turquie est confirmé. Il faut savoir que Trump a été assez critiqué dans la presse américaine, notamment ce matin, parce que en fait, quand il a écrit ce tweet sur son réseau social en disant « Rencontrez-vous maintenant à Istanbul », tout le monde a relevé qu'en fait, il ne parlait plus du cessez-le-feu. Et donc, il y a eu beaucoup de critiques en disant « Mais finalement, il sape tous les efforts du week-end à obtenir un cessez-le-feu de 30 jours, puisqu'il dit « Rencontrez-vous avant ». Or, on sait bien qu'en fait, les Russes refusent le cessez-le-feu et disent « Négociation tout de suite », alors que les Ukrainiens veulent d'abord le cessez-le-feu pour ensuite discuter. Donc là, c'est aussi une façon de reprendre la main face à ces critiques et peut-être, oui, de diriger depuis l'arrière, comme le disait le colonel, mais aussi, en tous les cas, de redonner une impulsion et une visibilité à cette rencontre d'Istanbul auquel on croyait peu il y a encore quelques heures. C'est ça qui est intéressant.
Alors, pour tout vous dire, quelques minutes avant de rentrer à l'antenne, il n'y avait pas encore cette déclaration de Donald Trump. On avait une émission totalement préparée. Et là, ça rebat les cartes de façon spectaculaire. Effectivement, c'était aux alentours de quoi, de 16h40. On scrute évidemment la réaction du Kremlin. Est-ce qu'il va y avoir une réaction à cette proposition de Donald Trump ? Avant justement cette prise de parole du président américain, le Kremlin avait réagi et n'avait pas beaucoup aimé toutes les gesticulations au cours du week-end, et notamment ces coups de pression des Occidentaux. Écoutez le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le langage des ultimatums est inacceptable pour la Russie. Il ne lui convient pas. On ne peut pas s'adresser à la Russie dans un tel langage. Voilà, c'est inacceptable. Jérôme Garraud, bonjour, vous êtes notre correspondant à Moscou en même temps. Il ne fallait pas s'attendre vraiment à autre chose de la part de Moscou. Bonjour, oui, c'est Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui cet après-midi a déclaré que le langage de l'ultimatum était intolérable et qu'on ne pouvait pas parler à la Russie sur le ton de la menace. Il y a 2 jours, lors de sa conférence de presse nocturne, Vladimir Poutine a dit à peu près la même chose. Nous, les ultimatums ne fonctionnent pas avec nous. Nous ne discutons pas avec ceux qui nous insultent et cherchent à nous humilier. Donc, on ne se dirige pas vraiment aujourd'hui vers un cessez-le-feu qui serait déclaré du côté russe, alors que c'était une exigence ukrainienne avant les négociations. Ceci dit, le président russe n'a pas exclu de faire taire les armes une fois que les pourparlers auront commencé. Effectivement. Et dans ce sens-là, on a bien compris. Merci beaucoup, Jérôme, depuis Moscou. Effectivement, avant la prise de parole de Donald Trump, on avait ce sentiment-là. Vladimir Poutine semble faire un pas en avant et en même temps de doucher les espoirs et les ardeurs immédiatement. Et donc, on avait du mal à croire à ces négociations de jeudi. Oui, tout à fait. En fait, même si Donald Trump a durci le ton vis-à-vis de Vladimir Poutine, même si il essaie de faire monter la pression, en même temps, on peut se souvenir qu'il n'a jamais soutenu la déclaration, l'ultimatum des Européens. Il était d'accord avec eux, il leur a permis de dire que c'était en accord avec les États-Unis, mais il s'est bien gardé de tweeter quoi que ce soit. Alors que dès que Vladimir Poutine a fait cette proposition, il a immédiatement traité et enjoignant à Zelensky de s'y rendre, pas nécessairement personnellement, mais en tout cas d'entamer ces négociations. Donc son biais vis-à-vis de la Russie n'a pas totalement disparu, mais il est plus équilibré aujourd'hui et chacun joue, alors on peut dire, c'est du foot, du tennis ou un jeu d'échecs. Oui. Quand on considère un peuple slave, ils sont plutôt talentueux dans ce domaine. Et les deux, parce que Vladimir Poutine n'a pas rejeté la proposition américaine, il rejette celle des Européens, parce qu'il a toujours le plus profond mépris pour eux, et Zelensky l'a pris au mot. Ouais. Et voilà. Très bien. À ce moment-là, rencontrons-nous personnellement. Mais Vladimir Poutine, quand il fait cette proposition immédiatement dans la nuit de samedi à dimanche, est-ce que vous dites qu'il est sérieux ? Là, pour une fois, il fait vraiment un pas en avant. Mais je pense qu'il fallait qu'il trouve quelque chose pour répondre aux Américains, que ce ne soit pas une fin de non-recevoir. Alors, ça fait longtemps qu'il parle de ce type de conversation en se référant à celle de 2022 à Istanbul, qui avait plus ou moins abouti à quelque chose. Qui n'était donc c'était sur les céréales. C'était sur les céréales. Non, c'est pas du tout. Non, c'est pas les premières. D'accord. Les toutes premières, dès le début de la guerre, qui se sont arrêtées fin avril. Le dernier texte date du 22 avril. Alors évidemment, il faudrait reprendre sur des bases différentes, parce qu'en 30 ans, la Russie a progressé. De son côté, l'Ukraine a maintenant davantage de moyens militaires, donc elle ne va pas réduire son armée comme la Russie le demandait. Mais en tout cas, il y a des bases, et je pense que c'est à ça que pensent les Russes. La pression dont parlait Dmitri Peskov, là, qui est rejetée donc, par le Kremlin avec véhémence, c'est celle, effectivement, vous en avez parlé, des Européens, avec cette réunion des chefs d'État et de gouvernement samedi à Kiev. Il y en a une nouvelle aujourd'hui, ça se passe à Londres avec les ministres des Affaires étrangères européens. Et Emmanuel Macron l'a dit, soit Vladimir Poutine est sérieux, soit ce sera de nouvelles sanctions. Écoutez. Au mois de mars à Jeddah, le président ukrainien a dit « Je suis d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel ». Et hier, le président ukrainien a dit « Je suis d'accord pour une rencontre à Istanbul ».
Ça fait 2 fois qu'il fait des grandes concessions. Il faut maintenant être raisonnables tous. Soit la Russie, M. Poutine, est sérieuse et veut la paix, soit elle n'est pas sérieuse et nous devons sanctionner encore davantage. Voilà. Colonel, votre point de vue de militaire, il a raison Emmanuel Macron d'avoir ce discours-là alors que Vladimir Poutine vient de faire un pas. Vladimir Poutine ne veut pas la paix, il veut la victoire. C'est différent. C'est un petit peu différent. La trêve, l'arrêt de combat ne l'intéresse pas, ne l'intéresse d'autant moins que dans son esprit, il est en train. C'est lui qui a le dessus en réalité. Et donc, plus les choses durent et plus la conclusion finale des négociations lui sera, semble-t-il, pour lui en tout cas, favorable. Donc, on n'est pas forcément dans la même optique. Donc lui, c'est une négociation par la pression pour essayer d'obtenir le maximum de choses, c'est-à-dire des objectifs assez politiques importants, la neutralisation de l'Ukraine, etc. etc. C'est ça son esprit. Et ça peut durer effectivement très longtemps. Ça peut durer, j'y reviens, d'autant plus longtemps qu'il se sent en position de force et qu'il considère avoir le temps pour lui. Voilà. Et dans cette optique... la politique de la séduction, on voit bien que la politique de la séduction américaine, en fait, n'a pas fonctionné. Vladimir Poutine n'est pas intéressé, forcément, par faire du business. C'est pas son but dans la vie de faire du business avec les Américains. Ses buts, ils sont politiques. S'il voulait faire du business, il n'aurait pas lancé une guerre. Pas ça. Donc, il est vraiment dans une autre logique qu'il applique presque imperturbablement. Mais est-ce qu'il faut continuer à menacer avec les sanctions ? On a presque envie de dire, en fait, les Russes, ils n'en ont plus rien à faire. Si on fait le compte, l'Europe en est à son 16e paquet de sanctions contre la Russie et Vladimir Poutine affirme même qu'il subit, là, à ce jour, 28 595 mesures restrictives. Ça n'empêche pas les moscovites et les habitants de Saint-Pétersbourg de continuer leur vie comme rien n'était. Ça n'empêche pas Vladimir Poutine d'avoir quasiment la moitié de la planète à son défilé du 9 mai. Ça sert encore à quelque chose de menacer dans ce sens-là ? Les sanctions n'ont jamais fait tomber un régime. Ça met la pression et tout ça, il faut le regarder aussi sur le plus long terme. Mais après, on n'a pas vraiment d'autre façon aussi de mettre la pression sur la Russie, en tous les cas, nous, Européens. Donc, il est vrai qu'on est en train de préparer en Europe un 17e paquet de sanctions. Ce qui pourrait avoir plus de force, c'est qu'aux États-Unis aussi, on réfléchit à durcir les sanctions, notamment pour s'attaquer à cette façon qu'a la Russie de passer par des pays tiers, de détourner justement les sanctions et continuer à pouvoir vendre ces hydrocarbures, ce qu'on appelle les sanctions secondaires. Ça, ces sanctions sur les hydrocarbures, on y réfléchit très fortement en ce moment en Europe, sachant que le Royaume-Uni, qui accueille d'ailleurs aujourd'hui cette réunion des ministres européens dont vous parliez, a annoncé, c'était le 9 mai dernier, des sanctions justement sur la flotte fantôme russe, toujours cette obsession de s'attaquer à ce qui permet à Vladimir Poutine de financer sa guerre. Et les Britanniques ont épinglé une centaine de cargos qui permettent justement à la Russie d'écouler son pétrole. Bon, il y a cette possibilité des sanctions. Ce qu'on voit, c'est que du côté américain, il y a un certain nombre de parlementaires américains, ils sont maintenant 70, qui plaident justement pour aussi durcir et imposer des tarifs, c'est-à-dire des droits de douane monumentaux aux pays qui continuent d'acheter justement ce pétrole à la Russie. Est-ce que tout ça peut passer, mais ce débat est en train de monter aussi outre-Atlantique. Et est-ce que c'est le moment ? C'est un peu ce que je disais. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être mettre en pause les menaces tant qu'il y avait peut-être cette perspective de négociation directe jeudi ? Il est tout à fait possible que c'est ce que les Américains demanderont. Parce que autant les Européens sont convaincus, d'abord parce qu'il y a eu cette fin de non-recevoir, autant je pense que Trump essaiera de temporiser effectivement. Maintenant, pourquoi c'est compliqué les sanctions ? Pourquoi ça n'a pas tellement d'effet ? Ce n'est pas des sanctions universelles décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est les Européens, les Américains et quelques alliés. Donc tous les autres pays ont détourné les sanctions. C'est ça la difficulté. On a parlé dès le début de la guerre d'effondrement de l'économie russe. Non seulement elle ne s'est pas effondrée, mais en 2024, elle était au 4e rang des économies mondiales en termes de parité de pouvoir d'achat. Donc c'est extrêmement difficile, mais comme l'a dit Magali, effectivement, il n'y a pas on n'a pas tellement d'autres moyens. Vous restez avec nous. Deuxième partie du grand dossier à suivre. On ira aux cartes
Colonel. Avec plaisir. Voilà, vous nous expliquerez pourquoi la Russie n'a aucun intérêt à cesser le feu aujourd'hui, parce que les troupes russes visiblement avancent, mais il y a quelques petites difficultés quand même depuis le début de l'année. Sylvie Bermann, vous nous raconterez les dernières discussions directes entre les Ukrainiens et les Russes. Vous y étiez? Non, j'étais pas. J'étais à. J'étais pas. Vous avez préparé les toutes dernières avant le début de la guerre. Ça s'était pas bien. La guerre, c'est les accords de Minsk. Exactement. Vous y étiez, vous nous raconterez tout. Et puis Sergueï Girnov sera également avec nous pour bien comprendre ce qu'est en train de préparer Vladimir Poutine. Deuxième partie du grand dossier à suivre. À tout de suite. Et c'est la suite du grand dossier. Vladimir Poutine est-il au pied du mur après la dernière déclaration de Donald Trump? Le président américain cet après-midi dit envisager de se rendre en Turquie pour les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Sergueï Girnov, ancien officier du KGB, sera en direct avec nous. D'abord, l'essentiel. À tout à l'heure, Sergueï. D'abord, l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Et c'est une information TF1 LCI. Les avocats des parties civiles demandent de nouvelles fouilles après la disparition de Delphine Jubilard. À l'origine de cette nouvelle demande, une analyse technique prouvant que le téléphone de Cédric Jubilard, son époux, a été localisé la nuit de la disparition de sa femme et la veille dans cette zone boisée située à une trentaine de kilomètres de leur domicile. Cette zone avait déjà été inspectée une première fois. Le Hamas a annoncé la libération dans la journée de l'otage israélo-américain Edan Alexander. Cette libération doit intervenir à quelques heures de la tournée au Moyen-Orient du président américain Donald Trump, attendue notamment en Arabie Saoudite et au Qatar. Le Premier ministre israélien a remercié le président américain pour son aide. Plusieurs ONG et agences de l'ONU alertent une nouvelle fois sur la situation critique à Gaza, où selon un nouveau rapport, le risque de famine devient très important. Et puis la première conférence de presse du pape Léon XIV, c'était ce matin au Vatican. Il s'est exprimé devant plusieurs médias et a lancé une nouvelle fois un message d'apaisement. Il appelle à repousser la guerre en Ukraine. Bien évidemment, la messe solennelle d'intronisation du nouveau souverain pontife se tiendra dimanche et ce sera place Saint-Pierre. Le grand dossier donc est Vladimir Poutine. Est-ce qu'il est sérieux, le président russe? A-t-il réellement l'intention de mener des négociations directes avec les Ukrainiens à partir de jeudi? Ou est-ce une énième manœuvre? On en parle avec nos invités, avec Sergueï Girnov, donc, qui nous attend, ancien officier du KGB, spécialiste en renseignement. Sergueï, on revient vers vous dans un instant. On va écouter d'abord le président russe qui se dit prêt non seulement à des négociations, mais aussi à un cessez-le-feu. Lors de ces négociations, nous n'excluons pas qu'il soit possible de convenir de nouvelles trêves, d'un nouveau cessez-le-feu qui serait respecté non seulement par la Russie, mais aussi par la partie ukrainienne. Ce serait, je le répète, le premier pas vers une paix durable à long terme et non le prologue d'une poursuite du conflit armé. Sergueï Girnov, entre cette déclaration qui date de samedi soir et aujourd'hui, il s'est passé un événement d'importance. C'est la déclaration de Donald Trump qui dit que peut-être il irait, si jamais ça évolue dans le bon sens, il irait lui aussi en Turquie pour ces négociations. Ça change pas mal la donne. Est-ce que Vladimir Poutine est capable de résister au président américain? Si jamais le président américain est là-bas, il prend le risque de laisser une chaise vide dans ces négociations. C'est vrai que ça change beaucoup de choses parce que tant qu'il n'y avait pas cette annonce de Donald Trump, j'étais persuadé que Poutine n'irait absolument pas en Turquie. Vous savez, la dernière fois, je crois qu'il est allé il y a 2 ou 3 ans, et quand le président Erdogan l'a invité, Poutine trouvait déjà les prétextes pour ne pas y aller, et puis ils se sont rencontrés finalement la dernière fois, je crois que c'était à Sochi, à l'invitation de Poutine. En fait, Poutine a réenvoyé en fait cette invitation à Erdogan. Mais si Trump est sérieux, à ce moment-là, ça change complètement la donne. De toute façon, vous savez, Poutine est tombé dans son propre piège. Parce que je suis persuadé que quand il l'annonçait il y a 2 jours, c'était juste pour faire joli. Et en fait, déjà avec Zelensky l'a touché au mot, l'a pris au mot. Il dit chiche, hein, si tu y vas, Vladimir, moi j'irai aussi. Et donc comme ça, on pourrait se rencontrer
rencontrer. Déjà, côté russe, vous savez, il y a eu des déclarations au niveau officiel, tout à fait au niveau officiel. Par exemple, le Conseil de fédération, les gens haut placés, y compris les vice-présidents du Conseil de fédération, qui est le Sénat russe, et membres du comité de la défense et des relations internationales de ce Sénat russe, qui ont dit c'est absolument exclu que Poutine rencontre Zelensky. Mais alors c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il est pris à son propre piège. Magali, vous êtes d'accord? C'est-à-dire que samedi soir, quand il annonce ça, le président russe, c'est plus des paroles que des actes. Il veut gagner du temps depuis le début, de toute manière, dans ces négociations. Mais il a quand même un impératif, c'est de ne pas braquer Donald Trump, de ne pas le mettre en colère. On sait ce que ça peut déclencher chez le président américain. Donc, en effet, quand les Européens repartent de Kiev avec cette demande de cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours, qui est manifestement soutenue par le président américain, puisqu'il y a cette photo où on voit les 4 leaders européens qui ont le téléphone sur la table en haut-parleur et qui parlent et donc obtiennent l'assentiment de Donald Trump. Bon, quand il en est là, Vladimir Poutine est obligé de faire une contre-proposition, en fait. Et c'est là où il y a cette conférence de presse. Il est 1h du matin au Kremlin. Jérôme Garraud, notre journaliste sur place, a attendu des heures avant ce qui devait être une conférence de presse, mais qui est en fait une déclaration lue vraiment en plus très précisément par Poutine. On sent qu'il veut vraiment à ses feuilles. Voilà, on sent qu'il veut proposer autre chose pour essayer de sortir de l'ornière. Et en fait, en effet, dans la foulée de cela, les Européens ont beaucoup dit à Zelensky de faire attention et de relever le gant pour vraiment donner l'impression que c'était bien l'Ukrainien qui était de bonne volonté, qui voulait faire la paix, et pas Vladimir Poutine. Ça, c'est très important de montrer qu'on est... Face à un Donald Trump qui a donc les Russes et les Ukrainiens face à face, il faut toujours montrer qu'on est celui qui veut la paix, qui veut en effet ces négociations. Et maintenant, c'est vrai que maintenant que Trump annonce qu'il pourrait se rendre à Istanbul, ça va être compliqué de balayer cela d'un revers de main, comme l'a fait le porte-parole du Kremlin tout à l'heure, parce que ça voudrait dire que c'est Vladimir Poutine qui empêche la paix. Aux yeux de Donald Trump, ça pourrait être vraiment une façon de déclencher l'ire de Donald Trump, surtout s'il est présent sur place. Sergueï Girnev, est-ce que ça veut dire que le rapport de force a totalement basculé? Parce qu'on voulait parler de cette proposition de trêve de 30 jours. Donc c'est Volodymyr Zelensky et les Occidentaux qui le voulaient, que la trêve commence aujourd'hui. Vladimir Poutine leur avait répondu avec ça. On va le voir en image. C'était une fin de non-recevoir, c'est-à-dire qu'il y a une pluie de drones sur l'Ukraine. Cette nuit, ça a donné de nombreux dégâts partout sur le territoire ukrainien. Donc 108 drones lancés, pour être précis, au cours de la nuit, sans parler de la ligne de front avec de nombreux assauts, avec des frappes aériennes. Ça n'a pas cessé de la nuit. Ça veut dire qu'on se disait... Vladimir Poutine, avec cette proposition, avec la guerre qui continue, avec je veux pas de trêve, il n'en est pas question. Il avait la main, c'est lui qui avait le tempo, c'est lui qui dictait les choses. Là, cet après-midi, c'est plus du tout le cas. En fait, elle le croyait. Vous savez, ça a changé déjà depuis à peu près 2 semaines, depuis d'ailleurs les funérailles du pape François, du pape François, parce que cette brève rencontre de 15 minutes entre Trump et Zelensky a changé beaucoup la donne, parce que l'image très symbolique a vraiment joué énormément au niveau international, et on a senti le vent tourner, on a senti les tournures des phrases, non seulement chez Trump, mais on a senti aussi qu'il faisait repartir à l'air libre, en quelque sorte, les Kellogg, par exemple, le conseiller de Trump pour l'Ukraine, qui avait parfois quasiment disparu. On a senti aussi le changement dans le discours de J.D. Vance, qui lui aussi a commencé à parler différemment par rapport à ce qu'il disait auparavant. Vous savez, Poutine a rompu cette trêve, non pas cette nuit, mais la nuit précédente, la nuit de samedi à dimanche. Déjà, les 100 premiers drones ont attaqué l'Ukraine. Et d'ailleurs, la trêve n'a pas été respectée correctement, parce que non seulement sur la ligne de front, elle n'a pas été respectée, mais la Russie a attaqué aussi la région de Soumy et la région de Kharkiv. Et donc, en fait, il se présente toujours comme victime, mais là, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, surtout que si vous voyez la dernière publication ou avant-dernière publication de Trump sur son réseau social,
Il reprochait à Poutine d'être trop pris par les célébrations de la Deuxième Guerre mondiale, et Trump a mis une phrase absolument mortelle pour Poutine en disant qu'il célébrait la Deuxième Guerre mondiale qui, elle, a été gagnée par les Américains. Et en fait, sans aide américaine, elle n'aura jamais pu être gagnée. Et là, on sentait que Trump était en fait très vexé par la présence de Xi Jinping sur la place rouge. Et donc là, à mon avis, c'est Poutine. Vous savez, déjà, on a sur votre plateau, on a déjà abordé cette question, et on a dit que Poutine a commis deux fautes capitales. Et la deuxième, c'était d'inviter Xi Jinping sur la place rouge, qui a déplu fortement à Trump. Ouais, et donc on voit peut-être effectivement la colère du président américain à l'œuvre. Vous restez avec nous, Sergueï Girnov, on a pas mal de questions encore à vous poser. Avant, on voulait faire un point sur la carte, parce qu'évidemment la guerre continue. Pourquoi Vladimir Poutine ne veut pas d'un cessez-le-feu? Parce qu'a priori, il a l'avantage sur le terrain et il n'a aucun intérêt à ce que ça cesse. Alors, colonel, vous allez tout nous expliquer avec déjà cette première carte. On voit ici les avancées significatives des Russes, donc symbolisées par les flèches noires. On disait que la ligne de front était figée. Oui. Est-ce que c'est pas en train de bouger quand même? Ça bouge peu quand même, il faut être clair. Hein. Mais le but, c'est peut-être pas que ça bouge en réalité, je vais y venir. L'impératif absolu, stratégique pour les Russes, c'était de récupérer la poche de Koursk sur le territoire russe occupé par les Ukrainiens. Ça, c'est fait. Maintenant, pour le reste, les Russes reviennent à leur stratégie de pression permanente, de pression par les airs. On l'a déjà évoqué, tous les jours maintenant, vous avez une centaine de drones qui tombent sur l'Ukraine, des missiles balistiques, de croisière de temps en temps. Et sur le terrain, vous avez tous les jours maintenant des attaques, des petites attaques, des attaques de sections d'infanterie, de compagnies qui se multiplient toujours sur le long du front. Alors ça gratte petit à petit, mais le but c'est pas forcément de conquérir du terrain, parce qu'on en conquiert peu, je pense qu'on va en parler, oui. Mais surtout c'est d'exercer une pression sur d'user en permanence les Ukrainiens jusqu'à ce qu'ils craquent. Et vous parliez des chiffres. Alors on a quelques données à vous soumettre, parce qu'on se disait que les Russes avançaient vite et avançaient plus. Là, vite c'est peut-être... Ah, vite peut-être pas. On a comparé des chiffres. D'abord, alors vous allez nous expliquer, parce que voilà ce qui se passait donc il y a pile un an, au printemps 2024, les avancées étaient un peu minimes. C'est vrai. Et là, on voit, et au plus fort cet hiver, c'est spectaculaire la différence. Oui, alors en même temps, il faut relativiser. Hein. Tout ça, 700 km, c'est 10% d'un département français. Hein. C'est faut relativiser la conquête. Hein. Voilà. D'avoir une échelle de valeur. Ouais. Tout à fait. Mais d'une manière globale, l'année 2024 a été très dure pour les Ukrainiens. Vous avez pendant plusieurs mois, les Américains, il ne faut quand même pas l'oublier, ont cessé toute aide. Et ça a été très pénalisant. Il y a des problèmes d'organisation interne d'Ukraine. Les Russes eux-mêmes se renforcés. Ils ont introduit de nouvelles innovations, comme les bombes volantes par milliers, ça a joué. Et donc on se retrouve dans une situation assez quand même difficile, surtout à la fin de l'année, où c'est là où les Russes ont progressé. Ils ont percé au début de l'année, ils ont percé dans le secteur d'Avdiivka, ça c'était une victoire importante pour eux, puis ils ont avancé, c'est l'époque où ils s'approchaient notamment de la ville de Pokrovsk. Effectivement, on se demandait si cette pression que j'évoquais tout à l'heure allait pas s'accélérer finalement, et allait devenir trop forte peut-être pour les Ukrainiens. Et verdict, début 2025, on va avoir des nouveaux chiffres? Verdict, eh bien non. C'est-à-dire que depuis cette époque, on a quand même un reflux alors là, on voit tous des chiffres de 2025. Il ne faut pas oublier que dans ces chiffres, il y a la Koursk aussi, la reconquête de Koursk, plusieurs centaines de kilomètres carrés. Et en réalité, il y a plutôt un ralentissement des opérations russes. Il y a un ralentissement de l'avancée russe aussi, parce qu'il y a là aussi des innovations de part et d'autre, d'un renforcement du front ukrainien, le retour de l'aide américaine, etc., même si parfois c'était un peu intermittent. Mais malgré tout, la pression continue. Et j'y reviens, alors c'est kilomètre carré par kilomètre carré. À ce rythme-là, les Russes ne vont pas conquérir le Donbass, ne vont pas conquérir Pokrovsk, Kramatorsk, enfin toutes les villes du Donbass, je ne parle même pas du reste, avant des mois à ce rythme-là. Oui, parce que pour l'instant, si on regarde la carte globale, voir la possession du terrain, ça ne bouge pas beaucoup. Ça ne bouge pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on est à un peu plus de 18% de possession. Oui, mais c'est minuscule. Alors, on voit effectivement la possession. Si leur objectif, c'est de conquérir, alors je ne parle même pas des 4, parce que pour aller franchir le Dniepr et aller reconquérir Kherson, matériellement, c'est quasiment impossible. Mais au moins pour les deux oblasts du Donbass, vous voyez, alors si on comparait avec il y a un an, voire même 2 ans, la progression est minuscule en réalité. Les villes importantes, Pokrovsk, Donetsk et Kramatorsk au nord, par exemple, il faudra à ce rythme-là des mois pour s'en emparer. Mais
peut-être que quand, d'un point de vue de terrain, les choses avancent pas vite, c'est que les choses les plus importantes sont moins visibles. C'est peut-être du côté des pertes, du côté de l'usure que les Russes jouent. Et dans tous les cas de figure, il faut bien comprendre que dans leur esprit, c'est pas, on négocie pas d'abord, enfin on n'arrête pas les combats pour négocier, non, on combat pour négocier éventuellement dans de meilleures conditions possibles. Considèrent que malgré tout, le rapport de force leur est favorable, que ce sont eux qui avancent et qui exercent toujours une pression forte. Donc pourquoi s'arrêter en si bon chemin ça va au contraire peut-être appuyer leurs revendications, enfin leurs demandes pendant les négociations. Donc c'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine n'exclut pas une trêve, mais plus tard, quand il aura acquis des résultats par la négociation. La logique est strictement opposée à celle de Volodymyr Zelensky et les Occidentaux qui proposent donc cette cessez-le-feu pour commencer les négociations, alors qu'on a bien compris grâce au colonel que Vladimir Poutine, lui, veut d'abord négocier avant de faire cesser les armes. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est ce qui se passe généralement dans toutes les guerres. On continue à se battre jusqu'au dernier jour quand intervient l'accord. Si on se souvient des discussions qui avaient eu lieu de février à avril 2022, à ce moment-là, la Russie avait accepté un certain nombre de compromis parce qu'elle était dans une position difficile et que l'Ukraine donnait l'impression de gagner. Aujourd'hui, c'est la Russie qui, même si c'est très lent, a le sentiment de gagner. C'est la raison pour laquelle elle freine. Maintenant, Donald Trump offre une occasion unique à Vladimir Poutine de retrouver son statut sur la scène internationale. L'économie, ça ne l'intéresse pas. Et d'ailleurs, quand on parle des sanctions, Poutine pensait que de toute façon, les sanctions ne seraient jamais levées parce qu'il ne pouvait pas imaginer que dès son retour au pouvoir, Donald Trump allait proposer un partenariat économique avec la Russie. Alors bien sûr, il appréciera la levée des sanctions, mais il peut vivre sans. Et puis la population russe, de manière générale, est résiliente. Et comme le disait Jérôme Garot tout à l'heure, à Moscou, Saint-Pétersbourg et dans les grandes villes, on ne sent absolument pas la différence. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec Sergueï Girnov qui disait que là, Vladimir Poutine est pris à son propre piège ? Il s'est mis un peu dans un corner, on dirait, parce que c'est vrai que maintenant, il est obligé, maintenant qu'en plus Donald Trump envisage de se rendre à Istanbul, encore une fois, il est obligé de lui répondre, et comme depuis le début, il cherche quand même à l'amadouer, ne pas se le mettre à dos, il va être obligé d'avoir une réponse, on imagine, plutôt positive. Surtout que Donald Trump, là, lui met clairement la pression, parce que dans sa prise de parole, il y a à peu près 1 heure aux États-Unis, il dit je pense que cette réunion va bien avoir lieu en parlant d'Istanbul et je pense que les 2 présidents seront là. Donc après c'est compliqué toujours de prendre de désavouer Donald Trump officiellement. Donc là ça le met dans une position qui est compliquée parce que il a tout intérêt à faire durer le temps que cette pression militaire puisse produire des effets, et on voit bien depuis le début de ces soi-disant négociations entre les États-Unis et la Russie, il y a toujours cette volonté un peu de l'esquive, c'est-à-dire qu'on se donne des rendez-vous, on prend date, puis après ça ne cesse d'être repoussé. Il y a une volonté de jouer la montre. Sauf que là, quand vous avez Trump qui dit j'arrive, ça devient plus compliqué la stratégie de l'esquive. Ah oui, Sergueï Girnov, on en parlait tout à l'heure, la première et dernière fois où les 2 chefs d'État se sont rencontrés en face à face. Alors ça nous paraît tellement loin et on le voit notamment sur le visage, regardez, de Volodymyr Zelensky. C'était en 2019. C'est plus le même homme du tout. Donc ça se passait à Paris. Sylvie Berman nous disait il y a un instant que ça s'était pas très bien passé. Effectivement, il y avait la guerre à l'époque dans le Donbass et le tout c'était de faire cesser cette guerre. Il y avait pas mal de propositions sur la table. Volodymyr Zelensky était président depuis 7 mois seulement. Il était sous la pression de son opinion publique qui ne voulait absolument pas que ce jeune président fasse des concessions à Vladimir Poutine. Donc ça n'avait rien donné parce qu'il aurait dû avoir d'autres négociations 4 mois plus tard, mais bon, il y a eu le Covid. Est-ce que vous pensez vraiment que Vladimir Poutine puisse aller en Turquie jeudi ? Personnellement, je ne crois pas.
Je ne crois pas du tout parce que, vous savez, la peur a changé de camp. Parce qu'effectivement, pendant cette rencontre du mois de décembre 2019, Zelensky, c'était la première fois qu'il rencontrait Poutine quasiment. Et il se sentait vraiment très très mal. Il n'avait aucune expérience. Maintenant, c'est un autre homme qui est Zelensky. Et je dois vous assurer que Poutine a peur de le rencontrer face à face. Et vous savez, le problème avec Poutine, c'est que à ses tout débuts, en 1999, quand il était devenu Premier ministre, on parle du fait qu'il aurait organisé lui-même les explosions, les attentats à Moscou pour créer une atmosphère de terrorisme pour se projeter après président. Et ça ne m'étonnerait pas que si jamais Trump confirmait cette venue en Turquie, Poutine pourrait faire quelque chose, qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire sur le territoire russe, un attentat à Moscou, et après, ça lui donnera une excuse pour ne pas y aller. Ah oui, donc ça, il faut s'attendre peut-être dans les prochains jours à un événement de ce type. Juste racontez-nous peut-être un peu les coulisses, parce que ce soit une rencontre avec des chefs d'État ou des émissaires, quoi qu'il arrive, ce sera une rencontre extrêmement importante. Ça se prépare énormément en amont, cette réunion, rien n'est laissé au hasard? Bien évidemment, normalement, ça se prépare très en avance. Mais vous savez, avec président Trump, tout peut être bousculé. Vous avez Sylvie Berman, qui est l'ambassadrice de France, qui a servi dans beaucoup de pays importants, et vous racontera beaucoup plus en détail que moi ces préparatifs qui prennent des fois des mois, voire des années. Je vous rappelle que la rencontre entre Poutine et Trump a pris 1 an et demi pendant le premier mandat de Trump. Donc en fait, Trump est entré en janvier 2017 et ils se sont rencontrés avec Poutine seulement au mois de juillet 2018. Vous voyez, donc ça se prépare vraiment beaucoup en avance. Mais là, avec Trump actuel, tout peut être possible. Il improvise beaucoup. Effectivement. Alors, c'est vrai que Sylvie Berman, la réunion qu'on voit ici à l'image en 2019, le changement est spectaculaire, ça étonne évidemment tout le monde de revoir Zelensky comme ça. C'est des mois et des mois de préparation avec les Sherpas. Donc là, ce serait une réunion au pied levé. Oui, tout à fait. Alors là, cette réunion qu'on voit, justement, les Sherpas avaient préparé une déclaration commune. Ils s'étaient mis d'accord dessus. C'était Yermak du côté du président Zelensky et c'était Surkov du côté du président Poutine. Surkov, le mage du Kremlin. Simplement, comme il y avait des manifestations devant la Rada en Ukraine, Volodymyr Zelensky n'a pas pu accepter ce texte en pensant qu'il ne pouvait pas rentrer en Ukraine avec un tel texte. Et du coup, il a déchiré en disant bon, on recommence, on négocie. Et Poutine était furieux parce que il pensait que tout était réglé et les chefs d'État n'aiment pas négocier eux-mêmes. Et donc, s'il y a des subtilités, c'est pas facile. Il y a des aspects juridiques. Et à la suite de ça, d'ailleurs, il a limogé Surkov parce qu'il l'a remplacé par Kozak. Donc effectivement, une réunion de ce type, ça se prépare pas nécessairement des mois à l'avance. Les Sherpas, ils peuvent travailler nuit et jour, ils peuvent échanger des textes, ça c'est pas impossible. Je pense que Marco Rubio, qui était celui qui était annoncé d'ailleurs en premier lieu à Istanbul, est sûrement déjà au travail. Maintenant, on ne sait pas si effectivement Vladimir Poutine va participer ou pas, mais il va pas simplement débarquer comme ça s'il ne sait pas sur quoi ça va déboucher. C'est sûr. On a l'impression quand même qu'il y a effectivement sur le fond, les négociations russes, elles se font sur une base. On réécoute Vladimir Poutine quand il annonce ces négociations. Il y a une expression à laquelle il faut que vous soyez très attentifs. Écoutez. Nous sommes déterminés à mener des négociations sérieuses avec l'Ukraine. L'objectif est d'éliminer les causes profondes du conflit et d'établir une paix durable à long terme dans une perspective historique. Colonel, on rappelle les causes profondes du conflit dont parle sans cesse le Kremlin. Eh bien, c'est la dénazification de l'Ukraine, autrement dit,
le départ, voilà, changement de régime, le désarmement de l'armée ukrainienne, la reconnaissance des territoires annexés, la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ça veut dire que le Kremlin n'a pas bougé d'un iota sur ses revendications. Non, effectivement. Alors on pourra considérer que c'est la liste maximale au début des négociations. Mais ce sont les objectifs politiques annoncés depuis le départ de ce conflit. En gros, c'est la neutralisation complète de l'Ukraine et si possible sa vassalisation. Avec par ailleurs un certain nombre de conquêtes territoriales. Donc ça n'a pas bougé d'un iota. Voilà, l'action militaire elle sert à obtenir des objectifs politiques, à atteindre des objectifs politiques. Ces objectifs politiques, ce sont toujours les mêmes. Pour le coup, l'action militaire, il est peu probable que maintenant que les Russes parviennent par la force à obtenir ces objectifs. Ils ne vont pas prendre Kiev demain, très largement, ça c'est certain. Donc maintenant, on passe aussi à une phase, je dis bien aussi, parce qu'on continue à se battre, à une phase de négociation où on va essayer d'obtenir au moins le maximum de ces quatre points. Mais ça peut être long, encore une fois, ça peut être... la négociation en Corée, ça a duré 2 ans. Il y a eu un an de combat, 2 ans, et dans ces 2 ans, il y a eu plus de morts que pendant la première année de guerre. Donc ça peut être très difficile, ça peut être très long, parce que ce sont des objectifs très importants, maximaux, et qui sont totalement, évidemment, contradictoires avec ceux des Ukrainiens. On est bien d'accord, ce serait quoi, une capitulation de l'Ukraine, là ? Oui, tout à fait, mais je pense encore une fois, tout dépend du rapport de force sur le terrain et de ce qui a été acquis d'un côté comme de l'autre. Par exemple, s'agissant du désarmement de l'Ukraine, je crois que l'Ukraine, effectivement, n'adhérera pas à l'OTAN. En revanche, le désarmement de l'armée ukrainienne n'est pas acceptable. Alors que quand ils avaient discuté en 2022, les Ukrainiens avaient accepté finalement une réduction assez importante. Mais ils sont aujourd'hui dans une position différente. Et donc ça, c'est pas acceptable. Maintenant, il y a un autre point. Ça, c'est pas Vladimir Poutine qui le dit. C'est les Ukrainiens, c'est les garanties de sécurité. Et en 2022, c'était déjà important. Et effectivement, il faudra aboutir à des garanties de sécurité. Sinon, la Russie peut être en position de tout recommencer. Merci beaucoup, Sergueï Girnov, d'avoir été en direct cet après-midi dans le grand dossier. Le grand dossier, d'ailleurs, qui continue. Restez avec nous. On a tous parlé de la Turquie parce que ça va se passer normalement là. Jeudi, pourquoi la Turquie et quel rôle va jouer Erdogan? Pourquoi son nom revient sans cesse depuis le début de cette guerre en Ukraine? Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Et c'est la suite du grand dossier consacré à ces négociations entre les Russes et les Ukrainiens qui devraient avoir lieu ce jeudi en Turquie. Pourquoi la Turquie? C'est la question qu'on va se poser. En tout cas, écoutez le président russe qui l'a annoncé samedi dernier. Je prévois de nous entretenir avec le président turc Erdogan. Je voudrais lui demander de nous permettre de discuter en Turquie, en espérant qu'il confirmera son désir de contribuer à la recherche de la paix en Ukraine. Évidemment, le président turc a saisi immédiatement la main tendue par Vladimir Poutine. Regardez ce que dit Recep Tayyip Erdogan. La Turquie est prête à apporter tous les soutiens possibles, y compris en accueillant les négociations afin de parvenir à un cessez-le-feu, à une paix durable. Jade Partouche nous a rejoint pour nous expliquer ce rôle, effectivement, que veut à tout prix jouer Erdogan depuis le début de cette guerre en Ukraine. Alors, c'est effectivement la position que tient Erdogan depuis février 2022. Un mois après le début de l'invasion en Ukraine, on est en mars 2022, c'est à Istanbul et Antalya que se tiennent les toutes premières débuts d'accords de paix, enfin en tout cas de tentatives de négociation entre délégations ukrainiennes et russes. La volonté d'Erdogan est donc à ce moment-là extrêmement claire. Il veut se tenir aux côtés des Ukrainiens sans s'attaquer frontalement à Moscou. C'est un jeu d'équilibriste qu'aucun autre pays dans l'OTAN n'a essayé de jouer. Uniquement la Turquie le tente. Erdogan donc ménage très clairement la chèvre et le chou. Il soutient militairement l'Ukraine. Il a par exemple, vous le savez, vendu des drones Bayraktar à Kiev. Il a même construit des navires de guerre à destination de l'Ukraine. Il refuse très clairement et depuis le début de reconnaître l'annexion de la Crimée. Mais dans le même temps, il est un des seuls pays à ne pas avoir imposé de sanctions à Moscou. Il a même été un des rares à continuer à commercer avec Vladimir Poutine. Un exemple, le gaz. Les relations énergétiques entre les deux pays sont restées totalement intactes. Il y a une proximité qu'il entretient donc avec les deux pays qui a été reprochée
par l'Occident, mais qui s'est avéré quand même bien utile en juillet 2022. Pourquoi juillet 2022 ? L'accord céréalier, forcément, on l'a tous en tête. Regardez la position géographique de la Turquie et le contrôle qu'elle a sur le détroit du Bosphore. C'est naturellement la Turquie qui s'est imposée comme l'acteur clé pour justement tenter de débloquer le blé qui était retenu dans les ports de la mer Noire depuis 6 mois. Erdogan a joué à ce moment-là un rôle capital en évitant d'une certaine façon la famine mondiale et plus particulièrement celle qui se profilait en Afrique. C'est grâce à ce double positionnement que la voix d'Erdogan est aujourd'hui la seule à être écoutée par les deux parties, tant sur les cessez-le-feu que sur les échanges de prisonniers, que même sur la situation extrêmement délicate de la centrale nucléaire de Zaporijia. Erdogan est devenu en quelque sorte la porte d'entrée des Européens aux discussions avec Poutine, avec qui il parle assez régulièrement et qu'il qualifie même d'amis sans détour devant l'ONU. C'était en septembre 2023. Écoutez. Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, nous nous sommes efforcés de garder nos amis russes et ukrainiens autour de la table, avec l'idée que la guerre n'aura aucun vainqueur et la paix aucun perdant. Alors forcément, il ne faut pas être dupe, ce jeu d'équilibriste a un intérêt, celui de préserver les intérêts de Recep Tayyip Erdogan, tant commerciaux avec la Russie, il n'a aucun intérêt à rompre ses liens commerciaux avec le pays, mais également l'intérêt sociétal, parce qu'on le sait, son pays est en train de subir de plein fouet une crise économique importante. Il tient également à renforcer son image de leader international, parce que là, on parle effectivement du conflit russo-ukrainien, mais il ne faut pas oublier que Recep Tayyip Erdogan s'impose aussi comme médiateur au Proche-Orient, et aussi, si on élargit un petit peu le spectre, en Afrique avec ce qui se passe actuellement. Effectivement, ne l'oublions pas. Merci beaucoup, Jade. Magali, c'est évidemment un coup magistral pour Erdogan que ça se passe chez lui. De toute manière, la Turquie, depuis le début de la guerre, comme le disait Jade, de toute manière se pose comme la médiatrice, comme le médiateur plutôt naturel de cette crise. D'abord par sa géographie et puis par le fait que la Turquie a un pied dans l'OTAN et en même temps, en effet, continue de parler avec la Russie. Et en effet, on parlait tout à l'heure dans ces sanctions de ces pays qui ont un rôle finalement d'intermédiaire. Et il y a énormément de Russes en Turquie. En effet, le business ne s'est jamais stoppé, voire même s'est accéléré. Et on a un Erdogan qui, de toute manière, en effet, veut asseoir sa posture de leader sur la scène internationale et cette crise lui en donne évidemment l'occasion. Depuis le début, finalement, on voit 2 pays qui sont médiateurs. Il y a les Turcs et puis il y a quand même les pays du Golfe. L'Arabie Saoudite, c'est là où se sont tenus les derniers pourparlers entre les Russes, les Américains et un autre avec les Ukrainiens. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces pays vont être vraiment à la une cette semaine, puisqu'on a Trump qui est en partance pour l'Arabie Saoudite et que jeudi, ce sera la Turquie. Donc il y a quand même une accélération, de la diplomatie. Juste le fait que ça se passe en Turquie, est-ce que ça donne un rôle précis à Erdogan ou c'est juste son pays qui accueille ? Il a jusqu'à présent joué le rôle de pays hôte. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque où il y avait encore les discussions sur la mise en œuvre des accords de Minsk, dans le cadre de l'OSCE, comme ce n'était plus possible d'aller à Minsk, c'est Istanbul qui avait été choisi comme lieu des négociations. Et ça devait se passer au mois de mars 2022, mais à ce moment-là, la guerre a éclaté. Donc effectivement, la Turquie tenait déjà à jouer un rôle et elle peut le faire comme l'ont dit Jade et Magali, parce que la Turquie a habilement préservé ses relations avec la Russie et avec l'Ukraine, même si avec Vladimir Poutine les relations sont complexes, on va pas revenir là-dessus, mais il y a eu la Syrie, il y a eu un certain nombre de conflits, y compris un avion russe qui a été abattu par la Turquie, mais en tout cas Poutine voit un intérêt aussi à maintenir cette relation avec Erdogan. Allez, je disais que ça bouge pas mal cet après-midi avec Donald Trump, cette déclaration spectaculaire au tout début de l'émission, et à l'instant, on apprend que Volodymyr Zelensky réagit. Donc, regardez, je serai en Turquie, donc il le réaffirme, le président ukrainien. J'espère que les Russes n'éviteront pas cette rencontre. Le président ukrainien qui poursuit: nous tous en Ukraine aimerions que le président Trump soit présent à nos côtés lors de cette réunion en Turquie. C'est une bonne idée, dit Volodymyr Zelensky. Colonel, effectivement, quand Trump l'annonce,
il parle au conditionnel. Oui. Il dit si. Bon, là... Il dit, ouais, ça serait pas mal. Ça serait bien. Allez au bout de votre idée. Ne serait-ce d'ailleurs de la part de Trump pour éviter que Erdogan lui vole la vedette. Hein. Ah ouais. Il y a aussi ce risque. Hein. Et si un jour le prix Nobel allait à Erdogan non, surtout pas. Bonne idée, oui. Ne surtout pas oublier l'objectif. Non, mais voilà, là on est en suspens en fait. On attend. La balle du côté de Poutine-Trump. Hein. Je pense que c'est de ce côté-là que ça doit discuter. Et du côté de Vladimir Poutine, on mouline certainement à la manière de trouver une solution, trouver une excuse valable qui permettrait de sauver la face aux uns et aux autres. Voilà. Mais non, on vit une époque formidable. On aurait été surpris s'il avait dit c'est une mauvaise idée, hein, parce qu'a priori il a quand même tout intérêt à bon élève maintenant. À jouer justement ce rôle de bon élève en effet et de s'afficher aux côtés de Donald Trump, surtout si Vladimir Poutine continuait à jouer l'évitement et trouver en effet un prétexte pour ne pas y être. Sylvie Berman. Oui, et ce qui est intéressant, c'est la formule, c'est que le président Trump soit présent à nos côtés, c'est-à-dire du côté de la délégation ukrainienne et non pas de la Russie. Et effectivement, de toute façon, ça renforcerait malgré tout la position de l'Ukraine, malgré le biais pro-russe, hein, il faut bien le dire, de Donald Trump. Mais en même temps, il ne pourra pas être complètement cassé par Vladimir Poutine dans la négociation. Votre conviction intime, il va y aller, Trump, ou pas? Je ne peux... non, je ne peux pas y répondre. Trump n'ira que s'il a la garantie que Poutine ira. Et pour Poutine, on n'en sait rien. Je ne pense pas que Trump y aille tout seul, parce que ça apparaîtrait comme un échec pour lui. Et en image, ce serait cinglant, effectivement. Merci beaucoup pour les analyses.